Je vous dis bonjour et je vous accueille donc pour une table ronde qui était prévue avec Paul Méfano, compositeur, et Sylvain Morizet, compositeur et orchestrateur, et vous voyez qu'il n'est pas présent, donc malheureusement il ne pourra pas venir, il a un empêchement. Et il vient de nous annoncer cela il y a 10 minutes. Il est transparent, c'est pour ça. Il est transparent, c'est pour ça. Donc en principe, nous avions prévu une table ronde, on pourrait dire, sur 2 panels, si vous voulez, la musique contemporaine et la musique de film. Mais comme vous voyez, la musique de film est très très occupée. Donc, et la musique contemporaine est très occupée aussi. Très occupée aussi, mais présente, voilà. Voilà, et se plie aussi aux règles académiques et est là quand il faut être là. Donc, en fait, notre table ronde maintenant va vraiment être axée sur la musique contemporaine. Je pourrais vous dire quelque chose sur la musique de film, mais étant donné que je travaille aussi sur les musiques du XXe siècle, savantes, donc je ne suis pas la spécialiste qui peut vraiment vous renseigner sur les questions de musique de film. Moi, je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Il peut le faire, mais il ne le fera pas. Vous voyez, il a pris ses décisions. Parce que j'ai fait 3 musiques de film qui ne sont pas des musiques de film commerciales. De film commercial. Voilà, donc peut-être qu'on pourra quand même aborder un petit peu le sujet. Je vais vous faire une courte introduction. Une courte introduction, évidemment, dans l'idée que j'avais que Sylvain Morizet allait être là et qu'on allait faire en fait 2 panels. Et je vais en fait un petit peu vous parler de la question de ce financement en général pour ce qui est de la musique du XXe siècle. Donc, évidemment, depuis son évolution de musique rituelle ou de musique d'église vers des musiques de cour, la musique a toujours, d'une certaine manière, été en lien avec le financement et surtout aussi avec ses financeurs. Donc, vous connaissez tous les exemples de Joseph Haydn et de son lien avec le prince Esterhazy, qui jouait du baryton, un instrument déjà démodé à l'époque, mais donc il fallait en tous les cas composer des œuvres pour baryton. Donc là on voit déjà le lien, aussi le lien très très tendu entre Mozart et l'archevêque de Salzbourg, qu'il a toujours essayé d'éviter tout au long de sa vie, mais ça a été très difficile pour lui. Donc on voit en fait que ce sujet n'est pas uniquement contemporain, c'est un très vieux sujet, et en fait dès que la musique est apparue au sein des cours, il y a eu des commandes, il y a eu des commanditaires, et il y a un lien entre art et argent. Toutefois, maintenant, dans le domaine de la musique contemporaine, beaucoup de créateurs essayent aussi de minimiser l'impact qu'a la commande sur la décision esthétique et musicale, ce qui paraît tout à fait logique. Et aussi, évidemment, avec l'avènement du romantisme, il y a eu aussi la tendance du créateur de se voir créateur unique et d'essayer de se distancier de cette question d'argent et de commande. Toutefois, si l'on retrace certains courants, il reste néanmoins clair, ou en tout cas on peut gagner l'impression qu'il y a un impact esthétique majeur lié au financement. Étant donné donc, que mon domaine à moi est la musique savante contemporaine du XXe siècle, je vais vous proposer un rapide aperçu de la situation des théâtres en Allemagne. J'ai choisi les théâtres en Allemagne parce qu'ils bénéficient de plus de subventions en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est le lieu où il y a le plus de théâtres, presque, on pourrait dire, avec d'énormes subventions en Europe. Et j'ai réussi en fait à avoir les chiffres donc, de la dernière saison. Donc évidemment les chiffres de 2015 vont sortir en 2016, donc nous avons les chiffres de 2014 pour vous donner un petit peu une idée de la situation de ce financement. Ensuite, je vais vous parler courtement de Paul Zacher et de Betty Freeman, donc d'un mécène européen et d'une mécène américaine, pour justement un petit peu voir les différences. Et ensuite, on va suivre l'entretien avec Paul Méfano. Donc en fait, l'Allemagne subventionne, donc ça c'est les statistiques officielles, subventionne 142 théâtres avec 825 lieux de présentation. Donc 142 théâtres veut dire c'est les 142 institutions. Les théâtres en lieu de présentation sont 825 et ils proposent 67 695 représentations par an. Ce qui est assez remarquable quand j'ai vu ces statistiques, parce que sinon je ne vous aurais pas présenté ces statistiques, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait ces représentations sont beaucoup plus fréquentées par le public qu'on ne pourrait le croire, et en plus elles sont moins subventionnées qu'on en a l'impression, surtout quand on lit la presse, surtout la presse culturelle des feuilletons qui se plaignent tout le temps de ce grand financement. Donc ce qui est impressionnant, c'est que 19 millions de personnes, enfin un peu plus de 19 millions de personnes ont été dans des théâtres dans la saison 2014. Les opéras, c'est-à-dire opéras vraiment savants, sont quand même visités par presque 3 millions de personnes, donc 2 950 000, et opérette, et ce qui va un petit peu plus dans le théâtre musical, 3,9 millions, donc presque 4 millions d'auditeurs. Et les concerts, donc ce qui est vraiment le concert savant, est fréquenté par 1,6 million de spectateurs, presque 1,7. Donc c'est quand même
un nombre de spectateurs très remarquable pour, on pourrait dire, un domaine si petit, parce qu'on ne parle uniquement de musique savante, donc on parle de tout ce qui est, on pourrait dire, à partir de la musique de la Renaissance jusqu'aux musiques savantes 21e siècle. La question majeure qui se pose, en fait, est de savoir si ces subventions influent sur le choix des commandes, surtout maintenant des musiques contemporaines, du programme, et sur le choix général des programmations. Et là, peut-être, on pourra aussi ensuite en reparler avec Paul, parce que souvent, les programmateurs font des choix, une œuvre de Mozart et une œuvre contemporaine en lien, par exemple, qui reprend un aspect, par exemple, d'une œuvre de Mozart, d'une œuvre de Beethoven, mais on pourra en parler ensuite. Évidemment, en dehors de l'influence financement étatique sur la musique, il y a également le financement privé, qui joue un rôle majeur, en tous les cas, pour la musique contemporaine. Toutefois, et ça c'est très intéressant, il y a peu de subventions privées en Allemagne. C'est assez intéressant, c'est-à-dire les financements privés, presque tout est étatique. C'est-à-dire, par exemple, il y a la fondation Siemens, qui est vraie, mais elle est semi-étatique, elle est semi-privée, semi-étatique. Ça devient en fait des sortes de structures hybrides. Et là, évidemment, on voit toute la différence, par exemple, par rapport à la Suisse et aussi par rapport aux États-Unis. Donc, en Suisse, vous avez comme grand représentant, je pense que j'ai donné le livre à Annelies, qui pourra le faire circuler. Donc, c'est la plus nouvelle publication sur Paul Zachar, donc sur ce mécène, qui a vécu donc presque tout au long du XXe siècle, qui était un chef d'orchestre et en même temps un industriel suisse, parce qu'il détenait presque la totalité des actions de Hoffmann-La Roche, donc dans le pharmaceutique. Et il a énormément commandité d'œuvres. Et en fait, j'ai pris soin de scanner les œuvres un petit peu qu'il a commanditées, mais je vais en fait vous en citer certaines. Donc, par exemple, le Divertimento de Béla Bartók, deuxième symphonie d'Arthur Honegger. Là, en fait, j'ai un petit peu tout le listing, mais vous le trouvez aussi à la fin de ce livre. Petite symphonie concertante de Franck Martin. Et en dehors de ce mécénat et de ces concerts, qui va aboutir à plus d'une quarantaine de disques, vous avez en même temps, enfin plus tard, en 1986, lorsque déjà il se pose la question comment on va continuer le mécénat de la musique contemporaine lorsque je ne serai plus là, il crée la Fondation Paul Zachar. Une fondation qui, comme on pourrait le supposer, ne finance pas des œuvres nouvelles à créer, mais en fait qui est une fondation dans laquelle on archive et on collectionne des esquisses et des lettres de compositeurs célèbres du XXe siècle. Donc exclusivement à partir du XXe siècle jusqu'à maintenant dans le XXIe siècle. Donc juste pour vous donner quelques exemples, donc Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Krennek Symphonisches Stück für Streichorchester, Stravinsky, Concerto en Ré, Hans Werner Henze, Sonata per Archi, des œuvres qui maintenant sont rentrées, on pourrait dire, dans le canon majeur de la musique, des musiques du XXe siècle, ont été commanditées par Zachar, ce qui est quand même très impressionnant parce que ça donne une idée aussi de son goût, parce qu'en fait, des fois, il a aussi commandité à des compositeurs qui n'étaient pas célèbres à leur époque. Donc, et d'une certaine manière aussi, il les a rendus célèbres. Donc, vous avez tout ce listing incroyable. Harrison Birtwistle, Boris Blacher, Elliot Carter, Henri Dutilleux, Wolfgang Fortner, qu'on connaît moins aujourd'hui, compositeur allemand, Alberto Ginastera, Cristobal Halfter, Paul Hindemith, Heinz Holliger, Arthur Honegger, Jacques Ibert, Witold Lutosławski, Franck Martin, Martinou, Wolfgang Riem, enfin un nombre extraordinaire de compositeurs, donc plus de 300 en fait qu'il a subventionné et qu'il a aidé avec ses œuvres. Mais en fait, on pourrait se dire qu'il a dû avoir un goût très poussé pour de la musique contemporaine très extrême, mais il a également commandité donc, une œuvre très tardive de Richard Strauss, donc les Métamorphoses pour 23 solos Streicher. Donc là, on voit quel écart et quelle influence il a eu de Richard Strauss jusqu'aux compositeurs qui sont encore là maintenant ou qui sont tout récemment morts, comme par exemple Hans Werner Henze. D'ailleurs, en parlant avec Paul Méfano, justement avant cet entretien, il m'a d'ailleurs rappelé qu'il y a eu beaucoup plus de mécènes, comme par exemple à Darmstadt, Karl Struer, qui a surtout, donc non pas commandité et collectionné des œuvres musicales, mais des œuvres d'art. Donc là, il y en a eu énormément. Et en fait, à la mort de ces personnes, c'est aussi rentré dans les fondations d'art étatique. C'est-à-dire, par exemple, le musée d'art contemporain de Darmstadt bénéficie en fait de ces collections qui étaient privées au préalable. Sinon, ce que vous avez également, si vous voulez, sur un autre continent, vous avez d'autres exemples. Donc, Paul Zachar, c'est quand même un exemple très spécifique, et également très spécifique suisse. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a commandité très peu à des compositeurs américains. Maintenant, quand même, il est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé lorsque des Américains subventionnent la musique. Parce que là, en fait, tout change. Et tout change avec Betty Freeman. Donc, à peu près, elle a également presque vécu l'ensemble du XXe siècle. Donc, née en 1921, mort en 2009.
Et elle a fait plus de 450, comme elle les appelait, subventions. Donc en fait, des commandes à plus de 80 compositeurs. Donc vous voyez, le nombre de compositeurs qu'elle a choisis sont déjà plus restreints. Et son amour pour le mécénat contemporain a commencé avec Harry Patch, qu'elle va financer de 1946 jusqu'à 1974. Mais Betty Freeman va viser plus large, parce que l'ambition de Paul Zacher est très différente. C'est-à-dire Paul Zacher commanditait des œuvres qu'il créait lui-même et qu'il enregistrait, avec son orchestre qu'il avait spécifiquement créé pour faire ses créations. Toutefois, Betty Freeman va s'intégrer tout à fait différemment dans le monde de l'art, parce qu'en fait, elle va devenir par exemple le partenaire de Gérard Mortier pour la création contemporaine au Festival de Salzbourg. Et elle va en fait directement intégrer les compositeurs au sein de ce festival. Ce qui est une démarche tout à fait différente que ce qu'a fait Zacher. Zacher a également, je l'ai lu dans les lettres, malheureusement on n'a pas le droit de le dire publiquement, le nom des personnes, mais il a aussi subventionné des compositeurs qui étaient en difficulté. Il lui a dit, tu me donnes en échange ceci, et moi je te donne, par exemple, je te donne une pension d'une certaine somme, par exemple de 3 000 francs suisses par mois, comme ça tu peux exister. C'est ce qu'a fait aussi Betty Freeman, mais l'ambition de Betty Freeman est quand même beaucoup plus politique. Et différente aussi parce qu'elle s'est directement intégrée dans les festivals, enfin par un festival qu'elle n'a pas créé, ce qui est quand même une approche différente que celle de Paul Zacher. Donc il y a eu des très grands compositeurs, ou surtout des très célèbres compositeurs qui ont des subventions. Dans la nouvelle génération, dans la plus jeune génération, il y a eu Kaya Sariao, qu'à Paris, normalement, tout le monde connaît, George Benjamin, Marco Stroppa, Matthias Pincher, donc pour la jeune génération. Et pour, on pourrait dire, la génération d'avant, il y a eu Lou Harrison, John Cage, Lamont Young, Philip Glass, Steve Reich, John Adams, aussi Pierre Boulez, Harrison Birtwistle et aussi Helmut Lachenmann. Et quand on entend ces noms, avec Philip Glass, Steve Reich, John Adams, on voit tout de suite ici évidemment la tendance du minimalisme américain. Et là, on voit aussi évidemment que l'émergence du minimalisme américain a pu être possible, si on pourrait dire, a pu prendre une si large ampleur justement par son financement. Après, il est encore peut-être intéressant, avant de commencer la discussion avec Paul Méfano, de voir ce qu'a dit John Adams sur Betty Freeman, parce qu'il a été très critique. Il a dit, plus elle a vieilli, et surtout les dernières 15 années de sa vie, plus elle a subventionné les compositeurs les plus dissonants qui pouvaient exister au monde. Évidemment, notamment, donc il parle en fait de l'avant-garde allemande, surtout. Donc, entre autres, il a pensé, quand on l'entend aujourd'hui, ça nous paraît un peu absurde, il parlait de Ligeti et de Lachenmann, qu'aujourd'hui on prend plutôt dans un canon tout à fait traditionnel, mais qui, à l'époque, comptait quand même parmi les compositeurs extrêmes. Pourquoi est-ce qu'elle a subventionné les compositeurs? Donc pour Paul Zacher, c'était une mission. Donc il y voyait vraiment en fait l'émergence de la culture. Pour Betty Freeman, c'était différent. Elle pensait en fait qu'un compositeur est beaucoup plus important qu'un homme politique. Donc autant, plutôt que de s'investir dans la politique et de financer un parti politique, plutôt subventionner les compositeurs et de laisser une trace dans l'histoire. Maintenant, ayons rapidement parlé donc, de ces questions de financement étatique et de ces différents types de subventions de mécènes. Il reste quelques questions, comme par exemple, parfois, des compositeurs n'ont pas été subventionnés ou ont été peu subventionnés. La question est s'ils ont été subventionnés, l'impact sur leur carrière a souvent été remarquable. La question est bien sûr, est-ce que aussi le choix des mécènes ont fait des carrières de compositeurs ? Et aussi, est-ce que cela signifie que de ne pas avoir été choisi exclut un petit peu de la renommée internationale pour certains compositeurs? Également, cela pose la question sur l'évolution de l'avant-garde contemporaine et sur le choix des langages musicaux. Et également, est-ce que ce motif de choix esthétique et musical se différencie alors si fortement, surtout sur le plan du financement, entre la musique savante et la musique populaire? C'est évidemment une question avec laquelle j'aurais bien aimé discuter plus longuement, justement avec Sylvain Morizet, qui aurait pu nous renseigner là-dessus. Donc c'est en fait autour de toutes ces questions voilà, qu'on va passer cette heure. Et je vais quand même brièvement vous présenter Paul Méfano. En principe, tout le monde qui est à Paris le connaît, mais je vais le présenter quand même. Je suis infréquentable. Vous êtes... Donc, il fait ses études musicales à l'École normale de musique, puis au Conservatoire de Paris avec Darius Milhaud. Et Olivier Messiaen. Et Olivier Messiaen, ensuite. J'ai lu aussi que vous avez fait un séjour aux États-Unis. Oui, j'ai fait un séjour aux États-Unis. Et j'ai obtenu un prix Koussevitzky, vous ne l'avez pas cité, il était très important aussi. Et ensuite, en 69, vous allez passer aussi une année à Berlin.
j'ai passé une année à Berlin et je voulais rester à Berlin. J'ai téléphoné à Karl-Heinz Stockhausen, qui était mon professeur. Il m'a dit non, ne reste pas en Allemagne. Tu vas perdre quelques années pour t'imposer. Il vaut mieux que tu retournes en France, tu es français. Et il avait tort. Donc il s'est trompé. Et vous, en fait, en 72, vous allez créer l'ensemble de The 2M. Exactement, qui marche, qui fonctionne formidablement encore aujourd'hui. Et que vous... J'ai passé la main. Ouais, et que vous avez dirigé très très longtemps. Jusqu'à 2005. Et avec lequel vous avez enregistré plus d'une quarantaine de disques. Ah oui. Évidemment, tout ça dans le domaine de la musique contemporaine. Donc maintenant, vous voyez à peu près pourquoi est-ce qu'on l'a invité. En dehors, évidemment, de tous les prix et les distinctions qu'il a obtenus. Donc en 82, le Grand Prix national de la musique. En 80, chevalier de l'Ordre national du mérite. Et en 85, commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Pas commanditeur. Pas commanditeur, non commandeur, pardon. Donc, je pense que maintenant, vous voyez très bien qui est Paul Méfanou. Donc j'ai pensé organiser cet entretien en différentes parties. Donc je voulais un petit peu parler des types de financement, des types d'engagement, un petit peu de l'impact peut-être de ces financements et de l'argent en général sur la stylistique, aussi de l'impact des réseaux sur la carrière, des influences sur les courants et peut-être ouvrir sur des visions d'avenir. Que va devenir la musique et comment justement influe cette question d'argent sur la musique. Donc, Paul, pouvez-vous nous décrire vos expériences avec les subventions et les possibilités de financement de musique contemporaine avec, par exemple, un ensemble tel que The 2M? Oui, alors, pour répondre, je voulais vous dire autre chose avant, mais tant pis. Vous pouvez. Non, d'abord, je voulais dire que votre exposé est très précis, remarquable, parce que vous posez des questions essentielles et vous avez vraiment fait un tableau très clair. J'aurais voulu le faire moins détaillé, en 3 secondes simplement. Bon, au Moyen-Âge, ce sont les religieux qui ont la musique. Ce sont les prêtres qui écrivent la notation, qui font le chant grégorien, et la musique savante était réservée à cette caste, si on peut appeler. C'est toujours des castes, vous voyez. Ensuite, il y a eu, jusqu'à l'époque classique, on dépendait de mécènes, comme vous avez cité les Esterhazy, etc. Tous les compositeurs étaient pas des valets de chambre, mais... Si, d'une certaine manière. Ils étaient bien en livrée, ils dépendaient du prince ou de... Et alors, au début du XIXe siècle, alors c'était des petits orchestres, parce que quand même ça coûte cher un orchestre, il n'y avait pas encore des grands orchestres. Et au début du XIXe siècle, avec Beethoven, entre autres, c'est très important, indépendamment de ses innovations, il était très bien avec les grands, mais l'orchestre est devenu libre. Donc, ça a été la création des orchestres symphoniques. Ce qui est très important pour la création, parce que ça a donné beaucoup d'imagination aux compositeurs pour en arriver jusqu'à Gustav Mahler et Richard Strauss, qui sont l'âge d'or du grand orchestre symphonique. C'est venu du fait de l'émancipation de l'orchestre qui s'est agrandi considérablement. Alors, ensuite, on parle des subventions de l'art. Je ne vais pas en parler. Streuer, je l'ai connu personnellement. Moi-même, pour m'insérer dans votre discours, mon œuvre lyrique Micromégaz après Voltaire a été créée à Karlsruhe et pas en France. Et donc, j'ai été subventionné aussi par... J'ai eu une chose importante de Florence Gould, de Koussevitzky et de Alix de Rothschild, qui malheureusement est morte jeune. Pour revenir à ce schéma très large que je me suis permis de faire, beaucoup plus large et beaucoup moins précis, hein, pardonnez-moi, vous avez posé une question, est-ce que le fait d'être aidé favorise davantage une vocation ou pas? Je ne saurais pas répondre à cette question, parce que je pense immédiatement à un immense musicien qui était Tchaïkovski, un immense maître qui a été subventionné. Vous savez, sa mécène, quand il avait reçu l'argent à la fin du mois, il dit « La salope, elle ne m'a pas encore payé. » Vous voyez, c'était très tendu, mais elle l'a beaucoup aidé. Vous voyez de qui je veux parler. Bien. Or, en même temps que Tchaïkovski, je vous donne le cas absolument opposé d'un musicien maudit qui est Moussorgsky. Il n'était pas subventionné du tout. Il dépendait du maître du groupe des 5, c'est-à-dire Rimsky-Korsakov. Et pour se consoler, il se consolait dans le vin. Bon, mais il est mort jeune. Mais si vous voulez, à chaque fois qu'on devait jouer sa musique dans des festivals,
Rimsky-Korsakov disait, c'est pas mal, mais c'est mal écrit pour l'orchestre. Il faut que tu mettes des chœurs pour la prochaine fois. Oui, oui, d'accord. Dans 2 ans, on te le croit au programme. Il mettait des chœurs, et puis après, il lui disait, il y a encore autre chose qui ne va pas. Enfin, toujours, il a été retenu. Et même quand il a fait Boris Godunov, qui est une œuvre magistrale de point de vue d'orchestration, très sombre, pas brillante et très opaque, de Moussorgsky, qui est la plus belle, Rimsky-Korsakov s'est emparé de cette œuvre pour le bien. Il n'y a pas de procès d'intention. Il a fait une orchestration magnifique parce que c'est un très grand orchestrateur. Et on joue tout le temps la version de Rimsky qui est très brillante. Il y a les cloches, il y a les trompettes, il y a les cuivres. C'est beaucoup plus brillant et beaucoup moins opaque que chez Moussorgsky, qu'on comprenait non pas comme un amateur, mais quelqu'un qui ne sait pas. Et alors, en plus, il y a eu ensuite une autre orchestration qui a été faite par Dmitri Shostakovich, qui est une magnifique orchestration de la part de Shostakovich, qui est transparente, translucide. Donc, il existe 3 versions de Boris Godunov, celle de Moussorgsky, qui a ma préférence, je l'avoue, celle de Rimsky, qui est vraiment du magnifique Rimsky-Korsakov, celle de Shostakovich, qui est transparente, qui est une autre version. C'est-à-dire ce sont des regards de compositeurs authentiques sur l'œuvre d'un autre. Enfin voilà, la destinée de Moussorgsky, ça s'est fait un peu après sa mort, si vous voulez. Si on arrive au XXe et au XXIe siècle, les problèmes sont beaucoup plus tendus. C'est admirable ce qui se passe en Allemagne. Nous, Français, nous sommes très confondus. Mais vous aviez des duchés qui étaient indépendants les uns des autres et qui avaient chacun leur orchestre. Et vous avez hérité de, justement, cette polarisation multiple. Alors qu'en France, tout est unifié vers Paris. Ce qui permet bien sûr plus de commandes, parce que chaque orchestre veut commanditer des œuvres spécifiques. Donc si vous avez une trentaine, quarantaine d'orchestres A, ils commandent tous les ans au moins 3 à 4 grandes œuvres orchestrales. Exactement. Et tous les compositeurs viennent à Paris. Les compositeurs viennent à Paris. Alors la décentralisation ministérielle a souhaité faire de la décentralisation, aider des provinces à jouer des créations. Or, ils font venir des orchestres de Paris pour jouer en province. On est dans une espèce de situation très particulière. Par exemple, même les orchestres de musique baroque de Tourcoing, ce sont des musiciens qui viennent souvent de Paris, la plupart, y compris les chefs d'orchestre. Et donc, en France, on souffre de la centralisation. On a eu beau faire, la décentralisation est très difficile, très difficile. Pour revenir au mécénat, les peintres, les sculpteurs vendent leurs œuvres. Nous, on ne peut pas vendre nos œuvres. Et alors, souvent, si vous voulez, il y a quelques compositeurs sur lesquels il y a eu des projecteurs, certains musiciens de l'IRCAM, qui sont officiels, sont des amis, et félicitations à eux. Mais ceux qui ne sont pas subventionnés par l'IRCAM, il faut qu'ils se débrouillent autrement. Et alors là, le problème est très grave et en même temps, il est très rassurant. Parce que nous ne dépendons pas de l'argent. L'argent est une chose importante. L'or est important dans le monde. La société de consommation a une grande importance, mais cette société de consommation va vers le superficiel, vers l'artificiel. Je ne parle pas de l'IRCAM, là, attention, hein, je parle d'une vision globale. Et la politique, vous savez ce que c'est que la politique, il n'y a pas de morale, c'est un autre monde. Mais nous autres compositeurs, on est un petit peu à l'extérieur de tout ça, et plusieurs compositeurs importants de notre temps sont des chefs d'orchestre, sont des directeurs de conservatoire, au pire des professeurs de solfège, où ils dirigent une chorale. Il y a tous ces problèmes. Je vais vous donner un cas très, très passionnant. On plonge dans tout le nom, parce qu'il y a énormément de compositeurs, on est très proches. Edgar Varèse n'avait pas de commande. Ses œuvres suscitaient des scandales toujours. Et il s'est marié avec une personnalité, une femme formidable, qui était professeur à New York. Et il a fait quelques films. Je ne vais pas en parler parce qu'il ne voulait pas qu'on en parle. Il a gagné un peu d'argent avec de la musique de film. Mais s'il n'y avait pas sa femme, il n'aurait pas pu vivre. John Cage, pour revenir à ce grand ami et ce immense musicien, John Cage, Merce Cunningham l'a beaucoup, beaucoup aidé, à part quelques subventions qu'il a eues, qui ne sont pas si importantes qu'on le croit.
prenons notre cas. Giorgi Ligeti, en arrivant, on s'est rencontrés la première fois en Italie, à Sienne, il n'avait pas un centime. Donc il est venu à un cours à l'Accademia Chigiana, dirigé par un homme très important. Et nous étions là quelques-uns, plusieurs personnes hongroises qui avaient quitté la Hongrie à cause de Budapest. C'est une chose épouvantable. Et alors, il a eu une bourse pour rester là. Dès qu'il a eu la bourse, il est parti. Vous voyez, ce qui est normal, parce qu'il attendait l'argent pour s'en aller, parce que le professeur était complètement idiot. Voilà. C'était difficile. Heureusement, par la suite, il a été adopté par l'Allemagne. Et à l'Allemagne, il y a la GEMA, il y a tout un système de réseaux qui permettent à des compositeurs de vivre dans des catégories A, B, C, je n'avais pas cité, plus ou moins dignement. Mais malgré tout, quand je dis ça, je ne veux pas dire du mal de la France, parce qu'en France, la SACEM fait des efforts considérables pour nous aider, c'est-à-dire ils prennent sur l'argent des musiciens de variété pour nous donner de l'argent chaque année. Sans ça, on n'aurait rien du tout. Ce qui est le même principe de la GEMA, et peut-être je peux rajouter encore un élément sur Ligeti. Donc j'ai consulté les lettres de Ligeti, donc à la fameuse fondation Paul Zachar, donc ces lettres se trouvent aussi là. Et en fait, il a sollicité énormément de compositeurs allemands, dont Wolfgang Fortner, qui à l'époque était le directeur de la GEMA, et justement demandé des subventions, il les a obtenues. Ce qui lui a permis de rester en Allemagne jusqu'au moment où il était devenu assez célèbre pour obtenir la chaire de composition à Hambourg. Donc juste pour que vous voyez un petit peu ce rapport. Donc c'est vrai en fait que plus ou moins les compositeurs contemporains, même des années 60, étaient toujours à la recherche de l'argent. Donc il fallait trouver... tout le monde, il faut bien vivre. On est tous à la recherche de l'argent pour vivre décemment. C'est normal. Oui. Pour acheter du papier à musique, pour payer la... Enfin, il y a mille choses à faire. Je vous donne maintenant un autre cas, quand même contemporain aussi. Mauricio Kagel a quitté l'Argentine, il est venu à Paris, et il a demandé la nationalité française qui lui a été refusée. Je ne dirai pas sous quel président, ni quel ministre des Affaires étrangères. Il est parti en Allemagne, et là, il a été adopté par l'Allemagne, comme Ligeti. Il y a beaucoup de cas comme ça en Allemagne, même des compositeurs, je pense à Lee Jong-yoon, le grand compositeur coréen, officiel maintenant, depuis qu'il est mort. J'aimerais vous dire, j'ai le temps de dire une petite anecdote. Lee Jong-yoon, c'est un compositeur formidable qui est né dans un village qui était à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous voyez, la Corée du Nord, c'est un peu particulier. Et donc, il est allé dans ce village pour présenter la musique contemporaine de Corée, pour faire une animation. Le gouvernement coréen du Sud a estimé que c'était un espion. Il est parti à Berlin, par la valise diplomatique, ils l'ont attrapé, comme Eichmann. Ils l'ont ramené en Corée, Ils l'ont ramené en Corée du Sud, il a été condamné à mort. Il a vécu dans un truc de béton, couché, plusieurs mois, chaque matin, risquant d'être abattu. Les présidents du monde entier se sont battus, y compris des petits compositeurs comme moi, pour le sauver. Et il a pu être libéré. Évidemment, il n'est pas resté en Corée. Il a filé à Berlin et il s'est installé à Berlin. Ce que je comprends. Quand même, Berlin est une ville magnifique. Et il a été aidé comme ça. C'est très important quand même. Ça vous montre à peu près que l'état des lieux n'est pas si réjouissant dans le monde. Ça me rappelle une autre chose. Excusez-moi, là, je vais parler de religion. Alors, les religions chrétiennes défendent la musique. Il y a eu des messes qui ont été commandées par des commanditaires parfois mystérieux, comme pour Mozart. On entretient ce mystère. Par contre, dans les religions sémites, c'est-à-dire arabes et juives, la musique est interdite dans les lieux religieux. Par exemple, la grande synagogue de la Victoire à Paris, où Schoenberg, qui était chrétien, est venu se convertir en 1933 pour devenir juif. Là, moi-même, j'ai été gagner ma vie parce qu'il fallait qu'il y ait des musiciens, et les musiciens que je dirigeais, ils devaient être non-juifs. Parce que les juifs n'ont pas le droit de chanter, à part le Hazan, c'est le prêtre, ils n'ont pas le droit. Et comme la synagogue de la Victoire est une vitrine, donc il y avait des musiciens non-juifs qui formaient un orchestre et des chœurs.
Cela nous dit aussi quelque chose sur la subvention d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas attendre peut-être d'un milieu religieux qui interdit la musique pour les... pour toutes les manifestations sacrées, on ne peut pas attendre de subventions. Alors vous voyez, c'est quand même étonnant. Et, attention, la religion chrétienne, c'est formidable, mais il y a aussi, là aussi des problèmes. Parce que c'est pas si joli que ça, parce que moi, je serais prêt à aller à la messe tous les dimanches si on jouait des œuvres de Haydn religieuses, de Beethoven, etc. Or, depuis un certain nombre d'années, grâce au pape, on a décidé qu'on ne jouait plus ces œuvres-là, sauf en concert. Et je suis même allé dans une radio très particulière qui s'appelle Radio Courtoisie. Vous voyez, une radio qui n'est même pas à droite, qui est un peu plus... J'y suis allé dans un débat où je me suis engueulé, j'étais tout seul à penser ce que je pensais. Ils estiment qu'il faut défendre la musique contemporaine et demander des œuvres à des compositeurs. Bon, pourquoi pas? Alors j'aurais dit, mais quand même, Mozart c'est important, Haydn c'est important. Moi, je voudrais, à Notre-Dame, à Paris, je voudrais quand même écouter la messe de Guillaume de Machaut. Elle a été écrite pour là. Il y a aussi les œuvres de Perrotin, de Léonin, elles ont été faites pour cet édifice et elles sonnent magnifiquement dans ces lieux. Sourds d'oreille. Pour eux, ils sont progressistes et je suis un réactionnaire. Comme... C'est des paradoxes, vous voyez, absurdes. Je suis pour la messe en latin et on fait la messe autrement et il n'y a pas plus de fidèles, il y en a encore moins. Vous voyez, on nage dans le paradoxe. Mais je veux me permettre de parler de notre plan. Là, nous parlons de l'Occident, mais si on voit l'Asie ou l'Afrique ou l'Océanie, c'est très différent parce que dans ces pays-là, les musiques pour fêter le soleil, pour fêter le coucher du jour, pour fêter les cérémonies religieuses, etc., tout est dans la vie. Ça fait partie de la vie quotidienne et il n'y a pas ces coupures culturelles que nous avons et qui sont très paradoxales, si vous voulez. De même, je vais donner un exemple. En Allemagne, il y a longtemps, un immense compositeur, je pense à Heinrich Schütz, par exemple. Il y a eu à un moment donné la guerre entre les protestants et les catholiques. On en tuait des protestants, vous savez, beaucoup. Enfin, n'exagérons pas, mais il y a eu, ils devaient se convertir. Et donc, Heinrich Schütz, il y a eu la peste en même temps, la peste et la guerre intra-religieuse chrétienne. Il n'avait plus de musiciens. Donc, il a commencé à faire les premières passions, qui ont été la naissance de l'art allemand. Et quand Bach est arrivé, il est né 100 ans, exactement 100 ans après Heinrich Schütz. Et quand il a écrit la messe en si, qui est quand même ce que vous savez, la messe en si, de la part d'un immense musicien protestant, c'était aussi fêter la réconciliation entre protestants et catholiques, puisque c'est une œuvre catholique. Alors, et pour revenir au XXe siècle, pardonnez-moi, au XXe siècle, j'étais à Darmstadt, qui est une ville qui est très active encore aujourd'hui pour la création, et je rencontre Ligeti à nouveau, puisqu'il l'avait connu en Italie, et puis il avait écrit un requiem. Alors je vais le voir, je lui dis, Giorgi, tu es juif, pourquoi tu as écrit un requiem? Il me dit, oui, je suis juif, bien sûr. Je lui dis, pourquoi tu as écrit un requiem? Explique-moi, ça m'intéresse, c'est pas du tout une question... Il m'a dit, je voulais savoir si j'étais capable d'écrire un requiem. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas eu de commande ou de choses qui auraient pu... Je crois qu'il y a eu une commande aussi. Oui. Peut-être aussi. Oui, il a eu des commandes aussi, bien sûr. Voilà, enfin ça c'est pour répondre à ces questions un petit peu... Excusez-moi, j'ai soulevé plusieurs paradoxes, parce que les choses ne sont pas aussi linéaires qu'on voudrait le croire. Mais peut-être qu'on aimerait peut-être tous savoir ici, parce que vous avez quand même dirigé, et créé et mené cet ensemble de E2M si longtemps, si bien, et d'ailleurs il continue à exister, il fonctionne. Oui. Comment avez-vous fait? Et eh bien, j'ai pris le contre-pied, à tort, de Mozart. Mozart disait, moi je m'adresse aux gens les plus cultivés, les plus musiciens. Il avait 1000 fois raison. Les gens doivent faire leur chemin et aller vers l'art. De notre côté, il a tort. Parce que quand même, parfois, il faut aider la population. Nous ne sommes que des baromètres de ce que pense tout le monde. Même les gens dans leur WC, parfois, pensent à de la musique, même s'ils ne savent pas écrire la musique.
Ça arrive à tout le monde. Et nous, on est un petit peu le transmetteur d'une chose qui existe ou qui n'existe pas. Si elle n'existe pas, on se casse la figure. Si elle existe, elle vient. Vous voyez, Berlioz disait, il était ruiné, il disait « Dans 50 ans, je serai connu après ma mort », ce qui a été le cas. Donc, étant des transmetteurs de ce qui est... Nous sommes en virtualité des musiciens. Et dès qu'il y a une culture de base, comme en Allemagne, c'est formidable. Prenons un autre cas d'un pays communiste, parce que je ne veux pas faire de polémique. Je pense à... pas l'Équateur, mais... où il y a le chef d'orchestre maintenant, j'y suis allé pourtant, Venezuela. On enseigne la musique grâce à un homme très illuminé qui a fait enseigner la musique dès l'enfance à tout le monde. Eh bien maintenant, ils ont un orchestre formidable, ils ont des musiciens, tout se fait naturellement. Parce qu'à l'enfance, nous sommes tous musiciens. Seulement si on vous dit « Ah, vous êtes français, vous êtes littéraire. Ah, vous êtes allemand, vous êtes musicien. » Mais ça ne va pas, ça. Donc, tout à la base est lié à l'enseignement. Et où avez-vous trouvé ensuite les moyens justement de réaliser cet ensemble et aussi Alors cet ensemble, les financements? j'ai pas tous les moyens, ça s'est présenté d'une façon très paradoxale. Autour de la ville de Paris, il y a des villes communistes. Il y avait des villes communistes dans les années 70, 65-70. Et alors, il y a deux personnes remarquables qui ont présenté au Parti communiste des compositeurs et des interprètes engagés vis-à-vis de leurs contemporains pour créer des conservatoires ou diriger des conservatoires. Mon épouse, Jacqueline Meffano, a été nommée à Sainte-Geneviève-des-Bois, une ville où il n'y avait pas de conservatoire. Elle a été mise à la porte après parce qu'elle n'était pas capable de faire des discours politiques et que ça ne l'intéressait pas. Moi, j'étais nommé à Champigny, bien que je ne sois absolument pas communiste et que nous avions des rapports un peu tendus là-dessus. Mais on a eu des rapports très fructueux parce que ces villes communistes nous ont aidés formidablement. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai été nommé dans une ville où il y avait déjà un directeur de conservatoire. Alors, que faire? Les gens du service culturel ont dit « Mais on veut Paul Meffano absolument ». Mais j'aurais dit « Mais vous avez un directeur, qu'est-ce que je fais là ?» On trouvera une solution. On m'a nommé à la voirie. Alors j'ai eu une subvention comme ça pendant 2 ans, 1 an, 2 ans. Et alors au bout d'un moment, j'aurais dit écoutez, vous êtes des communistes, vous défendez les pauvres gens, etc. Je ne peux pas vivre comme un parasite chez vous. Il y a un directeur de conservatoire, il faut que je m'en aille. Ah, ils m'ont dit ah non, 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 il faut fais quelque chose pour prouver que tu fais de la musique. C'est une ville dortoir, comme beaucoup de villes de banlieue. Alors j'ai créé un ensemble dans un théâtre Gérard Philippe, qui était immense, et on a commencé à faire des concerts, et ce que j'avais calculé, ça coûtait 3 fois plus cher. Et puis le public est venu, ça a été drainé très vite, et puis le directeur du conservatoire a pris peur, je ne vous dis pas son nom, il s'est enfui. Ah, moi je voulais le voir pour lui dire que je ne voulais pas de mal. Il s'est enfui avec tous les dossiers, et j'étais nommé directeur du conservatoire, il n'y avait plus rien. Plus de dossier, plus rien. Et j'étais directeur du conservatoire de Champigny, qui était une ville communiste. Ensuite, j'ai été nommé dans une ville royaliste, à Versailles, où ils m'ont reçu formidablement. Également, vous voyez. De la radio courtoisie, en fait. Non, 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 non. Détrompez-vous. Versailles, ça n'est pas Vichy. Hein. C'est pas du tout vrai. Versailles a une mauvaise réputation à tort. Ce sont des gens très éclairés. Enfin, aujourd'hui. Ça s'est passé très bien. Et là, j'ai fait si vous voulez, nous autres directeurs de conservatoire, quand on est musicien, on fait des choses formidables, même si on est bordélique. Excusez-moi de ce mot un peu vulgaire. Parce que tout de suite, j'ai imposé la musique à tout le monde, y compris aux pauvres. C'est-à-dire, on pouvait venir avec une flûte à bec. J'ai voulu que les enfants à 4 ans puissent s'agiter au centre de musique baroque qui s'est créé en même temps par Vincent Berthier-Lyoncourt, qui est de la famille de Vincent Dindon. Et donc, tout ça s'est créé en même temps. Et en même temps, j'ai voulu le chant choral pour tout le monde. Ce qui est une chose tout à fait normale. Et tout s'est fait formidablement. Dès que j'ai quitté ce conservatoire, et j'ai créé un ensemble de musique contemporaine au conservatoire, un orchestre,
On a joué les Nocturnes de Debussy, on a joué une ouverture de Richard Wagner, on a joué de Bartók, Le Mandarin merveilleux. Vous voyez, c'est un grand niveau déjà. Dès que j'ai quitté le conservatoire, toutes les réformes que j'ai faites, ou presque, ont été balayées, comme en politique presque. Mais il y a quelqu'un de très bien comme directeur maintenant. Mais enfin, c'est la vie, c'est la politique. Donc en fait, on pourrait dire que De ce deuxième a aussi été le résultat. Ça a été le résultat de mes efforts et des efforts d'une synergie de plusieurs personnalités autour de moi, d'une synergie d'ordre pyramidal qui allait depuis le régisseur à président, etc. Et alors en plus, nous étions subventionnés par la ville de Champigny et à Paris, à un moment donné, l'ensemble, pardonnez-moi, c'est fastidieux peut-être pour vous, je ne sais pas. Il y avait à Paris le Domaine musical, qui était le seul défenseur de la musique d'avant-garde, avec Pierre Boulez, qui a imposé l'école de Vienne, c'est pas rien. Il a imposé Edgar Varèse, il a imposé Cage, il a imposé beaucoup de musique. Il n'a jamais été enregistré par Radio France. Vous imaginez le scandale. Et en plus, il a habité près de Radio France par la suite. C'est scandaleux quand même, c'est grave. Et donc, le domaine musical a éclaté, et le directeur de la musique, à l'époque, était monsieur Marcel Landowski, musicien académique officiel. Bon, c'est pas péjoratif. C'est pas du tout péjoratif. Mais alors, comment dire, moi, j'existais. L'ensemble de deux hommes fonctionnait. Alors, il y a des ensembles qui sont précipités, des gens pour créer des ensembles, pour remplacer le domaine musical. Et moi, j'ai dit, attention, monsieur, moi, j'existe, je donne tant de concerts par an, etc., de musique contemporaine, je dois avoir une subvention. Ces ensembles, ils se présentent dans l'opportunité de la chose, moi pas. Je dois dire que M. Landowski était correct. J'ai eu une subvention. Et alors, pour moi, la ville de Champigny, c'était précaire. La subvention ministérielle, c'était précaire, mais tout d'un coup, j'ai eu un troisième pied. C'est pas que je pense pas aux tables à trois pieds, pourtant elles tournent, hein, mais il y a eu le département qui s'y est mis avec un homme très éclairé qui s'appelle Michel Germain, qui a créé d'ailleurs à Ivry un musée d'art contemporain formidable. Et alors donc on a été tout à fait différent des autres ensembles qui étaient parisiens, si vous voulez. Parce qu'on avait à la fois le ministère des Affaires culturelles, une ville très dynamique, et le département qui était pour nous. Donc, il était impossible de nous détruire, à moins que la politique fasse, pour l'instant, ça n'a pas joué. Parce qu'on ne sait jamais, parce que s'il y a un UDF, un UMP, je ne parle pas de mes positions politiques là, il peut faire le contraire des communistes qui sont là, vous voyez. Alors on est toujours dépendant des politiques. Et est-ce que vous pensez que le financement en général, donc de la musique contemporaine, influe sur le style, ou est-ce que vous pensez que c'est une chose plus ou moins indépendante ? Non. Excusez-moi, Madame von Meck n'a pas influencé sur le style de Tchaïkovski. Elle l'a beaucoup aidé admirablement, mais le style de Tchaïkovski, c'est le style de Tchaïkovski, point. Donc... Et Béla Bartók, quand il a obtenu de l'argent de la Fondation Koussevski, qu'il était à l'hôpital, à New York, etc., ben, ça n'a pas influencé son style, non. Avez-vous vu déjà qu'un compositeur change son style à cause des subventions ? Oui, les compositeurs Ikea. Ce que j'appelle les compositeurs Ikea, excusez-moi, c'est une marque déposée. Les compositeurs Ikea, ceux que j'appelle les compositeurs Ikea, c'est ceux qui écrivent des musiques comme celles qu'on attend officiellement pour être celles jouées. Par exemple, vous voyez maintenant, à la Maison de la Radio, on commande des œuvres. Mais c'est orienté dans un sens très particulier. Ça n'a plus goût de soufre. D'ailleurs, le public ne siffle plus les œuvres. On applaudit tout. C'est pas que les gens soient blasés, mais... Je parle en France. Hein. Quoi qu'en Allemagne aussi, moi je suis sorti d'un concert en colère et j'ai vu le gardien à la porte, il m'a dit « Monsieur, vous êtes comme les premiers hommes, on ne sort pas dans un concert. » Mais non, on ne peut pas influencer un style. Vous êtes compositeur, Viviane. Oui. Vous n'allez pas dire que vous allez écrire une œuvre, bien sûr, si c'est un concerto pour piano ou autre chose. Oui. Mais vous savez, les subventionneurs aussi sont des gens nécessaires, même pour les littéraires. La grande Catherine II, c'était Catherine de Russie qui a acheté la bibliothèque de Voltaire et celle de... C'est bien elle. Oui. Et qui a acheté la bibliothèque toute la bibliothèque de Diderot.
elle était fantastique, cette femme. Elle était la plus moderne et la plus évoluée des personnalités. Son fils était beaucoup moins intéressant. Il a connu Beethoven, mais c'est pas du tout pareil. Mais la question qui se pose, par exemple, lorsqu'on pense par exemple à Betty Freeman, oui. Si elle n'avait pas, entre guillemets, subventionné, aidé aussi, par exemple, les compositeurs tels que John Cage, Terry Riley, John Adams, probablement ils n'auraient pas eu l'impact qu'ils ont eu. Non pas musicalement, mais peut-être qu'ils auraient été moins vus. On peut dire ça. On peut dire ça, mais vous savez, John Cage a été connu parce qu'il était connu en France et en Allemagne. Ouais. En Allemagne, il n'était pas connu, il était dans les universités uniquement. Oui, donc et Betty Freeman ça n'enlève rien à son mérite, elle a entériné ce que l'Europe a accepté comme musique d'avant-garde. Mais pas le style. Je vous donne un exemple assez savoureux. Mozart, je ne sais pas si c'est de la Pouplinière, excusez-moi, je ne me souviens pas. Il y a un mécène qui lui a commandé cette œuvre pour violon, alto et orchestre à cordes que j'ai dirigé plusieurs fois. Et alors, Mozart a écrit dans les temps, il lui a donné, il l'a mis sur une pile de partitions. Et puis, 1 an et demi après, il a dit à Mozart, mais Mozart, écoutez, il faudrait qu'on joue votre œuvre. Mais il dit, je vous l'ai donnée. Ah, mais je ne la trouve pas. Impossible de la trouver, je ne sais pas où elle est. Et Mozart, il a dit, mais je vous l'ai donnée, moi, je ne l'ai plus. Alors, que faire? Mozart a dit, écoutez, je vais essayer de la retrouver dans ma tête. Il l'a refaite entièrement. Il lui a redonné. Vous imaginez? Et alors ensuite, cette œuvre a été perdue. Elle a été perdue et on l'a retrouvée par des copistes. À l'époque, il n'y avait pas les éditions comme maintenant. Des copistes qui recopiaient telle œuvre et telle œuvre. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé cette œuvre, par hasard. Excusez-moi, mais je connais son titre, mais... Vous voyez, c'est parfois sujet à aléa. Et maintenant, par exemple, si on prend un exemple, par exemple, les fondations telles que Zacher ou telles qu'autres fondations privées, donc qui commencent à collectionner et qui des fois aussi achètent non pas ce qu'on appelle le narlas, donc ce qui vient après le compositeur, mais le forlas, donc qui achète déjà du vivant les esquisses et les lettres. Est-ce que vous pensez que ça a un fort impact sur notre vision de la musique contemporaine et aussi là, des compositeurs? Oui, vous avez 100 fois raison, et d'autant plus que Paul Sartre était un homme, c'est grâce à sa femme qu'il avait cet argent, en fait, oui, pour parler clairement. Mais ça a eu un impact formidable sur notre vision, mais pas sur le style des compositeurs. Mais c'est vrai que mon ami Holliger a ses œuvres qui sont là-bas. Vous voyez, c'est formidable. Et Zacher a été très important. Et donc ça a certainement influencé notre vision qu'on a aujourd'hui, et surtout sur certains compositeurs et sur certaines œuvres. Oui. Mais une visibilité qui reste quand même, pardonnez-moi, restreinte, parce qu'il y a des compositeurs maudits encore. Il y en avait un, par exemple, Jean Barraquet, je crois qu'il est à la Fondation Zacher après sa mort, mais c'était un compositeur maudit. Un peu par sa faute aussi, peut-être. Donc, en fait, Zimmermann était dans une situation très difficile. Oui, il y a des compositeurs qui n'arrivent pas à s'insérer dans les courants. Dans les courants donc... Et l'avantage chez Paul Sartre, il a beaucoup écouté Pierre Boulez, donc Boulez a eu une influence sur lui pour ses choix après. Mais il a été très éclectique quand même, il a pris des compositeurs que Boulez n'aimait pas aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire qu'on est quand même les parents pauvres des sculpteurs et des peintres. De quel point de vue? Parce que si vous voulez, notre art ne se vend pas. Moi, quand j'ai donné Parabole, une œuvre de moi de 1964, à Alix de Rothschild, puisqu'elle m'a offert un séjour de plusieurs mois à Royaumont, qui était un très bel endroit à l'époque, j'ai pu composer ça et je lui ai donné le manuscrit qu'elle a mis dans un coffre-fort et qui appartient à la famille. Voilà, mais c'est tout. Donc ça n'a pas de conséquences pécuniaires très souvent. Donc non, alors que mon ami Francis Bott, mon ami peintre allemand Francis Bott, qui est mort maintenant, qui est un grand peintre, il vivait grâce à ses ventes. Il m'a même demandé d'acheter une œuvre à un peintre chinois qui s'appelait Tu Chechun. Il ne pouvait pas payer son loyer.
Alors moi, j'avais peu d'argent, mais j'ai donné de l'argent pour qu'il paye son loyer. Il m'a offert un tableau à Paul Méfano. Mais allez, maintenant, il vaut très cher, mais je n'ose pas le vendre, j'ai peur de me faire rogler. Je ne sais pas vendre des choses. Et quelles sont peut-être les visions d'avenir qu'on peut justement avoir sur ce secteur de la musique contemporaine d'après vous? Comment justement vont évoluer ces financements? Est-ce que vous voyez plutôt une implication étatique plus forte? Est-ce que vous voyez plutôt les financeurs privés? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Vous avez fait un compte-rendu d'une précision parfaite et vous avez posé toutes les questions. Il est évident que la vision étatique est formidable, mais elle peut être dangereuse. Il y a le revers des choses. Parce que quand vous faites que les compositeurs sont aidés par ou les artistes, il y a un risque si on change de gouvernement. Prenez par exemple en France, la NRF a été très importante. Le gouvernement de Vichy arrive, ça change de couleur. Et là, il y en a plusieurs qui sont jetés en enfer, des écrivains. La plupart. Imaginez, si on était sous un régime... en Allemagne, on a brûlé les œuvres des philosophes, des sculpteurs, même des... Et on a interdit des œuvres musicales aussi. Et il y a eu une période épouvantable où, par exemple, un grand peintre comme Egon Schiele, il avait sa carte du parti nazi. Il était pour Hitler. Il était d'accord avec tout. Eh bien, dans les artistes dégénérés, hop, on l'a mis. Parce qu'il était d'avant-garde. C'était un vrai créateur. Et alors, son chemin de croix a été mis dans les œuvres dégénérées, bien qu'il soit nazi. Et alors, à un moment donné, il a rencontré Goebbels, il a dit « Mais écoutez, je suis nazi, pourquoi vous nationalisez ma musique? Vous n'avez pas le droit de peindre, vous n'avez même pas le droit d'avoir des tableaux chez vous. » Et quelques années après, il lui a dit « Bon, reprenez votre chemin de croix. Coup de chance. » Mais c'est très dangereux, ça. Même un artiste aussi moral et parfait que Richard Strauss, on lui demande la musique pour les Jeux Olympiques. Il pouvait écrire de la musique même pour des publicités de dentifrice. C'est lui-même qui le disait. Il a fait cette musique très bien. Et en fait, on l'a suspecté à la fin de la guerre d'être un collaborateur, ce qui n'est pas vrai. Il a fallu la signature d'Arnold Schoenberg et de Darius Milhaud pour dire que c'était un parfait artisan. Et jamais Richard Strauss n'a collaboré avec le régime. Mais seulement, il vivait en Allemagne, que voulez-vous? C'est des cas incroyables. Alors maintenant aussi, il y a les cas des artistes qui ont été déportés, détruits, comme à Theresienstadt. Je pense au cas christique, par exemple, d'un compositeur comme Ullmann. Il y en a. Pavel Haas. Pavel Haas et beaucoup d'autres, Hans Krasa, etc. Or, ces compositeurs, il y en a un qui avait 26 ans, Gideon Klein, qui était un grand compositeur. Tout d'un coup, en 1944, puis c'était un vivier parce qu'à Auschwitz, ils n'avaient pas de la place pour tout le monde, donc c'était un endroit où on gardait encore les gens pour les envoyer. On a joué 3 fois le Requiem de Verdi. Les chœurs étaient envoyés à Auschwitz tout de suite après. Mais le chef d'orchestre en est sorti vivant à la fin de la guerre. C'est très curieux. Donc vous pensez en fait qu'il y a quand même un certain danger dans le financement étatique et qu'il faut... Ça peut être très dangereux. Et alors, donc il y a eu ça, puis d'autre part, il y a une vision ensuite moralisatrice, où on dit, bon, Ullmann est formidable, il a été détruit en 1944, Gédéon Klein, ça n'empêche pas que ce sont des gens valables, mais en même temps, il y a eu des Allemands qui ont été formidables. Il y a eu des tonnes de bombes qui ont été jetées en Allemagne. Dresde, parce qu'il y avait les enfants des dignitaires nazis après la guerre, il n'y avait aucune raison de bombarder Dresde. Les Américains vont bombarder Dresde par vengeance. Maintenant, si je parle de Hans Roth, lui, on l'a pris pour fou. Il y avait une histoire entre... Hans Roth, c'est avant la Première Guerre mondiale, mais il était dans un train, il y avait un type qui fumait le cigare devant lui, il allait à Mulhouse, et puis il était très traumatisé par Richard Strauss, par Brahms, qui avait des jugements très coupants. Il disait la musique française n'existe pas, par exemple. Et il avait dit que sa musique, non, c'est wagnérien, ça ne va pas. Et dans le train, il dit au type qui l'agaçait en face, il dit « Attention, le train ne fumez pas parce que dans le train est plein de dynamite et le train va exploser là maintenant. » Parce que Johannes Brahms, ça fait mettre des bombes partout dans le train. On a arrêté le train, etc. On l'a arrêté lui. On l'a mis dans un truc de fou.
Et il est mort 2 ans après, mais il a écrit nos 2 œuvres. Je crois que même il les prenait comme papier hygiénique, ces partitions, tellement il était désespéré. Prenons le cas de notre Rudi Stephan, compositeur allemand aussi, allemand. Non, Hans Roth est peut-être autrichien. Rudi Stephan, il n'y avait plus assez d'hommes pour la guerre de 14-18. Nous, en France, on a pris des spahis. On avait de la chance d'avoir des colonies. On l'oublie, ça. On ne veut pas en parler. Mais il y a eu beaucoup d'Arabes qui nous ont aidés et qui étaient dans les tranchées. Vous le savez, ça, tous, je pense. Hein. Mais ça, il ne faut pas trop en parler. Rudi Stephan, donc, a fait partie du train des gens. Comme il n'y avait plus assez d'hommes en Allemagne, on prenait les gens à tranche de 27 ans, hop, au front. On l'a préparé pendant 3 semaines, à tirer, et tous les jeunes gens, il arrive à la gare avec sa mère, il devait avoir 26, 27 ans. Il lui dit, maman, j'espère qu'il ne m'arrivera rien. J'ai beaucoup de musique dans la tête encore. Et alors, il arrive au front, et première sortie des tranchées, tué. C'est des choses horribles. Peut-être encore une anecdote très intéressante justement sur la musique du XXe siècle et sur Zimmermann, donc le compositeur dont on a parlé avant. Il a fait une allergie aux nazis, ce qui est très drôle. Donc il était en bon état de santé, il aurait dû partir dans les tranchées de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas pu partir justement parce qu'il a fait une terrible allergie. Et en fait, ils lui ont dit non, vous ne pouvez pas. Il était très heureux, donc il a pu continuer de composer. Mais peut-être revenons à notre question. Ça c'est vrai, mais ça fait partie des paradoxes. Oui. Par exemple, en fait, pardon, on sort de la musique. Non, mais juste une dernière chose pour ce que vous dites, parce que les nazis étaient comme ça, d'accord, mais là aussi, la problématique est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Les Einsatzgruppen, qui tuaient des gens toute la journée. Quand un soldat allemand arrivait pour tuer 400 juifs, il y avait 10 hommes qui étaient désignés pour ça, s'il disait non, je peux pas, je suis trop sensible. Bon. On va faire un rapport et on lui faisait rien. Mais il était retiré des Einsatzgruppen. Ça dépendait. Enfin, il y en a eu d'autres qui se sont fait tuer. Oui, il y en a d'autres qui ont été tués. Il y en a énormément qui se sont fait tuer. Ah bon? Oui. Pour refuser? Oui, bien sûr. Donc on ne pouvait pas. Enfin, il y avait des cas spécifiques. Il y a des cas particuliers. Maintenant, peut-être, qu'est-ce que vous pensez, donc peut-être, comme un dernier point, de cette musique contemporaine? Est-ce qu'elle va plutôt vers une ouverture, c'est-à-dire aussi par les financements, elle trouve plus de débouchés, ou est-ce que peut-être à l'inverse, elle va vers une ouverture, bien sûr. L'amène vers une marge. Je suis très optimiste parce que, d'une part, il y a maintenant une libération des compositeurs à cause de certaines révolutions techniques et des révolutions, des mutations. D'abord, il y a eu l'électricité, qui a été très importante pour nous. Puis ensuite, il y a eu l'informatique. Et aussi l'informatique musicale, donc oui. Aussi cette évolution vers... Absolument. Okay. Alors, si vous voulez prendre un exemple, Di Giugno a réalisé une machine fantastique énorme pour Pierre Boulez à l'IRCAM. Or, maintenant, avec ça, je peux faire la même chose. Vous voyez? C'est incroyable. Donc, maintenant, les compositeurs peuvent se libérer. Il y avait, par exemple, une machine dont j'étais tombé amoureux, qui était à Marseille. J'allais là-bas pour voir cette machine. C'est une machine américaine qui faisait tout le mur, et elle scintillait. Quand il y avait un truc rouge, il fallait prendre l'élément du tiroir et l'envoyer aux États-Unis. On envoyait l'élément. Et elle faisait simplement un spectrogramme, ce qui permettait de filtrer les spectres. Alors qu'aujourd'hui, oui. Il est là. Vous voyez? Donc, nous sommes beaucoup plus libres. On est beaucoup plus libre et on arrive à des choses inimaginables technologiquement parlant. Et d'autre part, les compositeurs, maintenant, ont presque trop de possibilités. Quand il y a l'école de Mannheim, c'est un style. Quand Debussy arrive, il apporte un sang nouveau, une respiration nouvelle. C'est un nouveau style. Il n'est pas dans le livre académique de l'époque, ni Ravel, ni lui, mais peu importe. C'est lui et Ravel qui sortent quand même. Le fameux traité qui est magnifique, de Lavignac, pour le citer. Ils ne sont pas cités. On a beaucoup de chance aujourd'hui, mais le revers de la médaille, c'est qu'on a presque trop de chance.
Parce qu'il y a tellement de possibilités que, vous savez, c'est comme une force. Vous avez une flèche. Si vous faites partir des flèches en second, une A, B, C, D, E, F, l'énergie va être 7 fois plus faible. Et encore plus, voilà le gros problème. Alors, il faut que les compositeurs soient très déterminés pour vraiment réaliser ce qu'ils font. Parce que je vais rentrer un petit peu dans le détail de la cuisine. Si vous permettez, je peux. C'est l'heure du déjeuner. Bon. Quand on compose, là, on a une feuille blanche. On a le vertige dont parlent les romantiques. Mais quand on écrit sur cette feuille blanche des croches, des noirs ou des symboles graphiques, on élimine des milliards de possibilités. Et alors, en fait, l'écriture de nos fantasmes et de nos rêveries et de nos désirs, c'est pratiquement un filtre extraordinaire pour arriver à une chose qui est vraiment un résumé incroyable, même à l'époque de Mozart. Or, aujourd'hui, maintenant, les interprètes, comme jadis d'ailleurs, nous avons besoin des interprètes qui sont nos co-créateurs. Et parfois, on a besoin du public pour créer les œuvres. Henri Pousseur a fait un opéra où il faisait, c'est un peu démagogique, mais il disait quelle suite. On est arrivé à tel moment de l'opéra, là on peut tuer l'héroïne principale, ou on peut faire que l'autre glisse sous une peau de banane, vous votez pour telle chose. Et il avait prévu une réponse. Vous voyez, il a fait un opéra ouvert, comme le préconise Umberto Eco. Il y a des ouvertures comme ça. Le public est important. Là, c'est encore démagogique, mais c'est important, comme en politique, le vote est important, c'est formidable. Quand vous faites partie d'une minorité, au lieu d'être haineux et d'aller crever les pneus de votre voisin, vous allez voter Front National ou je ne sais quoi, extrême gauche. C'est formidable, c'est ça la vraie démocratie. Et, vous comprenez? Voilà, donc peut-être sur cette phrase justement très ouverte et aussi sur les visions d'avenir, j'aimerais bien ouvrir le débat sur la salle. Peut-être vous avez des questions à Paul Mefano. Je vous ai empêché de parler. Aussi des remarques. Pardon.